Artimium. Je suis Inoto Afek, j'ai 34 ans et je suis designer. Bah. Alger, c'est... Je pense que c'est le plus beau, le plus grand, le plus amour de ma vie et qui fait partie de la... et qui est la première lettre de mon ADN. Alger, ADN. Paris, c'est toutes les lumières en fait qui ont éveillé mon esprit, qui ont excité et réchauffé ma créativité. Les deux villes, c'est... Déjà, je suis un grand voyageur par ma personnalité, même dans ma tête, même si je ne bouge pas du point A vers un point B pour chercher l'inspiration. Je pense que Alger a fait moi et moi a fait Paris et je tourne. J'ai choisi d'aller à Paris pour travailler, m'exprimer et exister. Donc les deux font que je rentabilise aujourd'hui mon existence. La famille, c'est... En fait, pour moi, c'était un exercice, c'était le premier exercice de ma vie, je pense, de m'imposer chez moi. Parce que je pense très très jeune, quand j'ai commencé à me dire, vous voyez, j'ai envie et je vais devenir créateur de mode, couturier, tout ce qu'on veut, travailler dans ce métier, habiller les femmes, j'ai rapidement compris que chez moi, ça allait être un peu compliqué. Par les idées reçues, par la tradition, par la religion, par beaucoup de choses, même ce que le voisin puisse dire sur ce métier. C'est le côté drôle de l'histoire. Et du coup, je pense que comme j'ai compris très très jeune que en fait, à un moment, j'allais sortir dehors aussi, à vouloir m'imposer en extérieur. Du coup, il fallait d'abord que je m'impose chez moi, que j'existe chez moi, que j'ai la parole chez moi, pour que je puisse aussi crier dehors. Et dehors, c'est quoi? C'est la société, qui était à l'époque une société où on pouvait entendre oui, c'est pas un métier pour les hommes, oui, un homme ne peut pas toucher une femme, ah oui, ça sera pas possible, ah non, que des choses, voilà, que des choses qu'on a reçues par l'éducation, par ce que les autres puissent dessiner autour de ce métier, d'idées autres que être juste couturier, comme tout ça. Et après, moi, c'est pas le choc, mais c'est... On est jeune, on est adolescent, on commence à avoir des informations de l'intérieur, de l'extérieur. Et puis moi, on commence à me dire, oui, les femmes font que ça, les femmes sont couturières. On va chez la couturière. Et moi, j'ai grandi avec une maman qui était dans l'industrie du prêt-à-porter. Elle travaillait beaucoup. Et elle prenait pas de vacances, et même nos vacances, on n'allait pas en vacances, et du coup, moi j'allais en vacances sous les tables de coupe, à l'accompagner, à aller travailler. Et là, j'ai eu ma réponse, c'est qu'il y avait aussi des hommes qui travaillaient avec elle. Ma mère parlait aussi des hommes, qu'elle travaillait avec des hommes, des chefs d'atelier, des coupeurs, Donc ce que la société m'a montré, et ce que moi j'ai vécu, et j'ai vu, était vraiment le contraire, c'est que c'était possible. C'est qu'il y avait des hommes qui travaillaient qui faisaient évoluer et développer ce secteur, qui est le secteur du prêt-à-porter et la mode. Pour moi, c'était ça, la mode. C'était les tissus, la coupe, montage, faire une robe, faire un tailleur, des choses comme ça. Travailler autour de ça avec des hommes et des femmes, donc j'ai toujours grandi. Donc, comme j'ai vu ça, j'ai pas pu croire à ce que la société pouvait me donner comme image sur tout ça. Donc j'ai préféré continuer ma vie et commencer dans ce métier avec des choses que j'ai vues. J'aime le palpable, j'aime quand je vois, j'applique. Ça me plaît, je continue. Ça me plaît pas, je continue pas. En tant que personne, donc, quand on revient au caractère de ma personnalité. Donc en fait, j'ai fait un refus et un rejet total de ce que la société pouvait penser de moi, comment elle aurait pu m'endoctriner, me déformer mes idées. Donc je pense que la maman, elle est là pour éduquer et pour
le quotidien et pour inculquer les valeurs et les principes et aussi pour le chemin du métier. C'est que elle était pour beaucoup pour mon choix de métier. Parce que elle me montrait la vérité de ce métier-là. Et oui, c'est vrai, quand j'ai commencé, donc professionnellement parlant, à travailler dans ce domaine ici, à Alger, c'est vrai qu'il y avait en face de moi que des femmes d'un certain âge, des dames. C'était des bonnes dames de la couture algérienne. Et du coup, c'était difficile de s'imposer comme ça et d'arriver avec des idées nouvelles et de dire moi, je vais faire ça. Pas facile. Du coup, fallait réfléchir, fallait faire mûrir l'idée, il fallait dire bon, est-ce que tu es là pour faire comme les autres font? Non. Donc je suis là pour proposer quelque chose de différent. Pas forcément de la créativité qui explose dans la gueule des gens, parce que j'ai compris qu'ici, on fait les choses doucement. Et on m'a éduqué à faire les choses brzana, blaqal, ou tkhmam et tout ça. Ça fait partie de mon éducation. Et pour les faire doucement, en fait, il fallait commencer par les gens de ma génération, par mes camarades de classe, mes camarades d'université. Et je voyais autour de moi, je tâtais le terrain. Je me disais, ah là, il y a quelque chose. Et je voyais loin aussi, peut-être par l'inconscient, parce que je ne savais pas ce que je faisais en vrai. Je voulais juste exister par quelque chose que j'aime faire, et c'était habiller les femmes. Oui, donc après, les premières phrases que j'ai entendues, c'était ah ouais, un homme pourrait pas toucher une femme, les essayages ça va être compliqué. Genre, on a commencé un peu à me mettre face à la réalité de la chose, et pour eux, tout se résumait à ça. On peut pas toucher pour les essayages. Parce qu'il y a aussi un côté de société un peu obscur dans la question, et moi je la voyais pas. Moi je voulais juste habiller des femmes, mais je voyais pas ce qu'il y avait derrière J'étais pas encore en contact direct avec les gens qui faisaient ça. J'ai jamais rencontré de couturière dans ma vie, j'ai jamais, enfin les grandes couturières, et à l'époque j'étais jeune. Et voilà, peut-être la petite intelligence que j'ai eue à l'époque, c'était de proposer quelque chose pour les jeunes de mon âge. Parce qu'ils n'avaient pas ce complexe. Moi, je ne l'avais pas non plus. Elles comprenaient ce que je faisais. Donc, j'ai commencé à faire autre que ce que les autres faisaient. Le traditionnel, j'adorais ça, mais pour moi, c'était des pièces à mettre dans un musée, ou des pièces à contempler, ou des pièces à voir durant un beau mariage algérois, ou un mariage algérien, en général, avec tous nos costumes et notre patrimoine. Pas des choses à... Pour moi, c'était sacré. Pas des choses à toucher, comme si j'avais pas le droit de les travailler, de les toucher. Après, je l'ai conjugué autrement à dire, ok, ton existence, toi, comment tu la vois? Eh bien, Zino, toi, tu la vois avec les jeunes qui t'entourent, avec les gens de ton âge. J'ai commencé à faire des petites robes avec les chutes des ateliers de ma mère. Et ça a plu, et ça a fait le début. La formation, je pense qu'elle a commencé le jour où ma mère m'a dit, non, ça c'est mort, tu le fais pas. Tu fais pas ce métier. Elle a tout compris, mais bon, elle a cédé à ce que la société, à ce qu'elle nous imposait. Et moi, c'était le rejet. C'était, écoute, toi tu refuses, moi je refuse. Donc moi, je refuse ta décision et je fais ma vie. Après, donc ça c'était ma première leçon de vie, en vrai, faire face à sa mère et faire face à l'être le plus adoré de... C'était très difficile, mais en fait, elle a donné le là à ma vie, sans qu'elle le sache. Elle m'a donné toute l'énergie en refusant que je fasse de la mode. Elle m'a donné toute l'énergie pour commencer et continuer et garder et vivre ce rêve surtout, le réaliser. Sachant à côté et à l'extérieur, il y avait encore des milliers de mamans, des milliers de personnes qui avaient le même avis que ma mère. Et là, je dis, bon, écoute, tu es seule, c'est comme ça, mais mes moments de bonheur étaient là où je dessinais des robes sur mes cahiers de classe, sur mes tables du lycée. J'étais bien. Donc en fait, moi, c'était un peu... Ici, on disait, oui, c'était égoïste. Mais pour moi, c'était pas égoïste. Pour moi, j'ai choisi mon chemin. Je dois continuer. Donc ça, c'est les débuts de ma formation pour moi. Parce que la formation de la vie, l'école de la vie est plus importante que le reste.
peu après, à faire des robes, je commençais un peu les gens commençaient à parler un peu de moi. Ah oui, c'est qui? Quelque chose de... J'étais extraterrestre, on sortait d'une décennie noire, j'étais un homme, avec tout le mix là d'idées reçues, de jugements, de tout ça. Et là, je dis, ah, ça suffit pas en fait. Il faut, il faut une école, il faut que je me forme. Parce que pour moi, autodidacte, c'était bien gentil, mais il fallait que j'aille voir plus gros. J'étais gourmand en fait. Et j'ai fait l'école des beaux-arts. Après 2 tentatives à l'université de Webzoar où je faisais technologie pour devenir le quelqu'un que tout le monde doit respecter, l'ingénieur, je sais pas quoi. Donc là pour moi déjà ça c'était de l'émancipation de ma société venant d'une société conservatrice, d'une famille conservatrice, c'était quelque chose déjà de faire ce choix-là de vie, une décision très très... c'est un tournant de ma vie, c'est là où j'ai commencé à exister pour de vrai ici dans cette ville. J'ai fait après donc voilà les beaux-arts, mes 5 ans en design. À côté, pour moi, c'était une école des beaux-arts où elle me donnait pas ce que je voulais encore. Ou peut-être moi j'étais encore plus gourmand parce que voilà, euh, j'aime me former, j'aime savoir plus, toujours plus. Et du coup, à côté, j'ai fait une école de sur-mesure où j'ai appris à faire du patronage. À côté aussi, j'ai fait l'Institut de Berkhadem, l'Institut de Feth pour la formation professionnelle où j'ai appris la technique. Mais des sauts comme ça. Parce que je m'ennuyais. J'ai jamais fini ces écoles-là de couture parce que pareil, voilà, le fait d'être gourmand et vouloir plus me poussait encore à... Et à côté, aux Beaux-Arts, donc il y avait ma formation académique où j'ai adouci mon coup de crayon, où j'ai aiguisé aussi mon goût aux belles choses. Et après, il y a eu aussi comme par chance, comme ça, parfois dans la vie, j'ai eu l'opportunité de faire du mobilier, où j'ai fait du mobilier, et pareil, avec le même coup de crayon très fin, très léger. Et j'ai créé une collection inspirée de Timmy Moon. J'ai créé une collection inspirée de Timmy Moon, et c'était mes premiers voyages dans le désert algérien, dans notre désert magnifique et riche aussi par sa population qui était d'une simplicité incroyable, d'une culture incroyable, d'une générosité incroyable. Et j'ai vécu un peu à Timmy Moon où j'ai dessiné ma première collection et ma dernière d'ailleurs de mobilier que j'ai appelé Timmy Moonia et qui a eu le 2e trophée de l'innovation par le ministère de l'Industrie en Algérie. Et juste après, j'ai fini mes écoles à Alger et je voulais plus. Et le plus, c'était partir et pas quitter le pays ou quitter par dépit ou quitter par malheur, non. C'était pour évoluer, c'était pour apprendre encore plus et c'était pour moi Paris. C'est ça. Et c'était le premier voyage vers la vraie valeur de ce métier, vers la vraie existence. Paris, c'était une suite logique pour moi, parce que tu fais de la mode, que tu sois au Bangladesh ou en Afrique du Sud ou à Alger, et tu as un rêve de faire de la mode, tu vas passer par Paris et pour l'école, pour se former, pour avoir les meilleures leçons de vie autour de ce métier aussi, parce qu'il n'y a pas que la théorie, il y a la pratique, tout ça. Et c'était aussi par comme je te disais, j'étais gourmand, donc je voulais toujours plus. Et Paris a commencé à me nourrir. C'est là où j'ai commencé à attaquer le gros plat. Et j'ai fait une école de mode où j'ai fait une année de master en création de marque, option luxe. Comme ça, je vois un peu, il m'intriguait ce secteur
ce segment, le luxe. C'était quoi le luxe? Comment on fait? Comment on construit une pièce luxe? Et j'ai eu mes réponses. Et c'est Paris. Il a commencé à répondre à mes questions et à me forger. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Alger m'a créé et Paris m'a façonné. Donc j'ai fini l'école à Paris, mon master, et par chance, et chose qui existe parce qu'il y a bien des gens qui ne croient pas à la chance, moi j'y crois, j'ai atterri dans une maison que j'aimais, que j'adorais, et j'étais fasciné par ce créateur, Alexandre Vauthier. C'était parmi la nouvelle génération des créateurs jeunes créateurs de mode à Paris. Après j'ai fait le tour un peu des maisons, donc ça m'a ouvert les portes aussi de continuer. Et à un moment, par manque de maturité, ou pas, ou le contraire, je ne sais plus, j'ai décidé de créer ma marque et de prendre un gros risque dans une ville où on est nombreux. Et j'ai créé ma marque, qui existe jusqu'à maintenant, où j'ai fait du prêt-à-porter, de la couture, du sur-mesure, et mon sac, le Z-Bag, dont je suis très fier, c'est ma signature. Et j'ai continué jusqu'à ce que j'ai eu l'idée de faire sortir cette... J'étais un peu blasé à un certain moment de ce monde guindé, de cette mondanité, d'être tout le temps sous les codes de la haute couture, dans des salons parisiens où on défile tous. Et je me suis rebellé et j'ai sorti ma collection dans la rue. Donc on a pris un dimanche comme ça. Je me suis fait aider par des personnes extraordinaires, des mannequins qui ont osé sortir toute la journée, marcher avec des robes couture dans les rues de Paris. On a pris le métro, on a mangé au McDo et ça a fait quelque chose quand même, et dans le milieu et pour moi aussi, tout mon parcours du combattant dans ce métier. Et là je suis encore à la recherche de la nouvelle idée parce que je me suis toujours considéré comme un performeur dans la mode quand il s'agit de présenter son produit, son projet, ses idées, ses robes. C'était pas pour j'étais pas dans le classic way. Je voulais et après j'ai repris les maisons et l'expérience la plus touchante et la plus humaine que j'ai pu vivre, c'était chez Monsieur Alaya, ce grand maître de la couture, et par sa spécialité qui est la maille. J'étais à la maille et là c'était une autre porte sur un autre... Pour moi il y avait Monsieur Alaya et le monde de la mode. L'émission Project Runway, qui est une émission de télé-réalité à la base pour compétition de créateurs et tout ça, en fait je sais pas, je me suis jamais dit qu'un jour j'allais faire de la télé en fait, et de me surexposer comme ça en proposant des robes. C'était une autre performance aussi, donc continuité aussi logique de mon délire de faire mon métier et de vivre de mon métier. Et j'ai eu l'opportunité d'être retenu et j'ai représenté l'Algérie. Et rapidement, durant le tournage et après aussi que l'émission soit diffusée, j'ai comment dire, je sais pas comment évaluer en fait cette expérience, parce que le problème c'est que le concept était bon mais il était lié quand même à la télé, chose de factice, fake un peu. Et puis je me suis un peu trahi en fait quand j'ai fait cette émission. C'est la première fois que je dis ça. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui croit dans le milieu de l'art, dans l'art en général, avec toutes ses disciplines. Je crois pas au concours en fait. Je crois pas aux compétitions entre artistes. Je crois pas trop à ce qu'on puisse évaluer un artiste d'un autre. C'est qui le meilleur? C'est qui le premier? C'est qui? En fait, la seule chose positive de cette expérience, c'était, je suis sorti avec une bonne réponse pour moi-même en disant je dois me respecter et je dois respecter tous les artistes, et que chaque artiste a une vision à défendre et on n'est pas obligé d'aimer tout le monde ou de détester tout le monde ou d'évaluer tout le monde, parce que je pense que chacun a le droit d'exister comme il veut, comme il peut, et chacun a le droit de proposer quelque chose à quelqu'un. C'est
comme ça que des sociétés évoluent, c'est comme ça que nous, on évolue. La mode, ou le milieu de la mode, ou l'industrie de la mode, ou le métier de la mode, en fait, en général la mode, pour moi je trouve que pour moi déjà c'est un art, pour moi c'est de l'art tout ça. Tout est basé sur une image qui évolue à une vitesse incroyable. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans, qui font un travail qui se surpasse. Parce que j'étais dans des maisons où tu vois qu'à une vitesse incroyable, les choses avancent, les choses évoluent et les choses changent et le monde change grâce à ça. Donc c'est un secteur très très important. Pour moi, c'est très important que la mode aille dans cette vitesse-là à vouloir changer le monde, changer les femmes, les conditions de la femme, l'image de la femme, de l'homme aussi, du produit, comment on le consomme, comment on le présente. C'est très important. Moi je pense que la mode, on vit de la mode et on vit avec la mode. L'avenir de la mode en Algérie, pour moi, il faudrait d'abord que ça existe. Malheureusement, c'est un pays qui a vécu beaucoup de changements par rapport à plein de choses, que ce soit politique, sociétale, toutes choses qui fait tous ces maillons-là de la construction d'une bonne base, d'une bonne société. Chez nous, elle n'existe même pas, disons, secteur économique, à part tout ce qui est importation, à part tout ce qu'on nous ramène de l'extérieur, ce qu'on nous impose derrière des vitrines un peu, sans dire miteuses, et les gens acceptent, parce que pourquoi? On les a éduqués à aimer le moche, parce qu'on le présente d'une façon très très moche. C'est pour ça que maintenant on est là, à porter des matières, sans dire nobles, mais à porter des matières cheap qui font mal au corps en fait, et au cœur et à l'œil. C'est pas beau. C'est qu'en fait on a séparé cette société du beau. Sur tous les milieux en général, mais la mode pour moi c'est la vitrine d'une société, comment on s'habille. Sans parler des valeurs et des principes et tout ça, c'est une autre paire de manches. Mais pour moi la mode c'est très important par la rue, quand on sort ici, quand on voit les gens comment ils s'habillent. Certainement oui, il y a une identité vestimentaire qui s'est créée durant toutes ces années-là, et durant toutes ces années-là, il y a eu beaucoup de changements. L'Algérie avait quand même, à l'époque de ma mère, il y avait quand même des maisons algériennes, du Made in Algérie, il y avait des productions de sportwear, de prêt-à-porter pour femmes, pour hommes, qui peut-être existent encore peu maintenant, mais ils sont discrets, ils se cachent, ils font que de l'alimentaire, du business. Mais ça ne fait pas d'eux des éléments importants pour l'évolution de ce secteur économique, qui est très très important pour l'évolution de notre situation par rapport aux vêtements. Donc quand tu me parles de l'avenir, je le souhaite positif, mais il faudrait d'abord que quelque chose puisse exister, qu'on ait une base de logique, de beauté, du traitement de ce sujet d'ailleurs, d'appeler, comme on dit, un chat, d'inculquer à ces gens qui veulent faire de la mode en Algérie, déjà les termes, comme on appelle un certain métier dans la mode. C'est quoi les métiers de la mode? C'est quoi la différence entre un styliste et un modéliste? Nous, on a besoin d'un Larousse de la mode en fait, dans ce pays, pour qu'on puisse déjà comprendre ce métier et par la suite, qu'est-ce qu'on voudrait faire dans ce métier-là, pour qu'on puisse former des créateurs et puis ces créateurs-là puissent offrir quelque chose à cette société et produire, et peut-être pour le futur, ils peuvent se faire aider et développer ce secteur économique. Mais on a besoin de beaucoup de temps, mais il faudrait déjà commencer maintenant. C'est la première fois. Au fait, je fais des allers-retours, donc je suis entre Paris, Alger. J'essaye à chaque fois revenir avec beaucoup d'énergie positive, beaucoup de belles choses, beaux projets en tête, à vouloir les réaliser ici.
Euh, Sachant que je suis encore seul, quand je reviens chez moi, je suis seul. La situation n'a pas changé, c'est qu'on ne comprend pas ce métier, donc on ne peut pas t'aider. Je ne peux pas me faire aider par des gens ici parce qu'ils ne comprennent pas. Donc voilà, passant par l'éducation, la formation, etc. La situation actuelle, et c'est la première fois où je reviens en Algérie, où je vais repartir encore sans... C'est la première fois où je repars sans bilan, sans conclusion, je ne sais pas. C'est le vide total. Euh, Comme ça, j'éviterai de dire que le constat est négatif. J'ai pas envie de dire ça. Parce que pour moi, tout peut basculer, tout peut changer, il peut se passer quelque chose d'extraordinaire qui puisse inverser la situation, faire quelque chose de meilleur, de beau, et pourquoi pas. Donc c'est la première fois où je repars sans rien, comme si je suis pas passé par là, j'ai rien vu. Je préfère. Euh, la provocation, parce que oui, ici, ma réputation, tout le monde dit que voilà, j'ai fait mon nom sur de la provoque. Non, pas du tout. La provocation, c'est un trait de caractère en moi. Je le suis, je le fais, je l'assume. Ça n'a jamais. C'est même pas que dans mon métier, je le fais dans toute ma personne est faite de ça. Moi, ma première vitrine vers l'extérieur. Donc, et puis avant, ça me faisait un peu mal parce que je dis bon, les gens ont une image sur moi, on pense que voilà, il faut provoquer pour exister, tout ça. Et après, non, avec mon long voyage intérieur sur le travail sur ma personne et son évolution, pour moi c'est un point fort parce que ça pousse vers le différent. C'est que même en amitié, en entourage, en amour, tout ce que tu veux, provoquer pour moi c'est exciter le destin, c'est vivre la nouveauté chaque jour. Voilà. Il n'y a rien de vulgaire là-dedans et même si c'est vulgaire, je l'accepte. Je pense que j'ai atteint un certain âge où je suis dans l'acceptation de tous mes défauts et mes qualités. J'essaie d'évoluer comme je peux et même parfois je me surpasse, parfois je suis faible, parfois je suis fatigué. Le questionnement est là, mais je vivrai avec. Donc maintenant, j'ai plus de réponses à donner aux gens, j'ai pas de choses à. Donc la provocation, si c'est un trait de caractère dans chacun, pourquoi pas? Même si on frôle la vulgarité, c'est quoi la vulgarité? Ça dépend du degré de chacun, comment il la voit, comment il est fait de l'intérieur. Tout passe par les yeux, la vitrine de l'âme. Ouais, c'est un sujet très compliqué parce que déjà moi, je suis je suis anti-traditionnaliste en fait. Le mot, j'arrive même pas à le prononcer parce que pour moi, je parlerai plus de classique. Sur une base classique, on peut aller vers le moderne. Pour moi, le traditionnel est sacré, intouchable, mérite un musée. Être dans un musée, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, sur ce qu'on fait maintenant, je parlerai plus de classique, allant vers la modernité et l'abstraction de la création, et après passant par plein de courants artistiques et tout ça. Mais la tradition, je ne suis pas très... ça me touche pas. C'est pas que ça me touche pas ça me touche pas dans comment les gens parlent de la tradition. Moi, je vois la tradition comme quelque chose de spirituel, comme quelque chose entre moi et mon esprit. Il n'y a pas de... C'est pas... Je pense qu'on a épuisé la tradition. On l'a épuisée, on l'a déformée, on l'a beaucoup touchée et retouchée. Donc, c'est pas quelque chose qui me ressemble. Moi, je retouche pas. Je vis sans filtre et ça s'arrête là. Je peux pas adhérer à des gens qui me parlent encore de traditionnel. Je suis dessin, photo, je suis un peu tout. En fait, maintenant, avec les nouvelles technologies, tout est à portée de main. J'ai envie de faire une photo, j'ai mon téléphone. J'ai envie de faire une photo, j'ai mes yeux. J'ai envie de voir du beau, j'ai mes yeux, je l'archive chez moi, je ne suis pas obligé de la partager. Quand j'ai envie de partager, je prends mon téléphone. On n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. J'ai envie de dessiner, j'ai mes crayons à côté. J'ai n'importe quoi, je m'en fous. J'ai un ticket de caisse, papier. Donc j'aime tout. Écrire, j'écris. J'aime bien m'exprimer entre moi et moi-même et
Donc j'ai pas de... Et puis je suis quelqu'un de très lunatique en fait. Donc j'ai des périodes où je dessine pas du tout. Je change beaucoup d'humeur, j'ai des délires comme ça. Et j'ai des périodes où je fais de très belles photos, j'ai des périodes où je fais n'importe quoi. Euh, et puis pareil, moi je vais pas dire oui je fais de la photo, donc pareil c'est une discipline artistique. Et revenant au sujet du concours et de la compétition, il n'y a pas de meilleur photographe ou de moins bon photographe, de machin, chacun a sa vision. Sauf ceux qui ne sont pas formés, ne sont pas formés, ou ils n'ont pas de talent, ils ne le savent pas. Ça c'est le plus grand malheur. Parce que si tu n'es pas talentueux là-dedans, arrête, change de métier. C'est ce que j'ai dit souvent à ma sœur et aux gens à qui j'ai pu participer en fait, dans leur éducation. Et même moi aussi, j'ai déjà essayé d'autres disciplines et j'ai découvert que moi je peux pas chanter par exemple. Mais j'aime bien chanter, j'aime bien la musique. Mon oreille fonctionne très bien, mais mes cordes vont pas. Et j'ai réalisé que voilà, j'ai pas de talent, donc j'arrête. C'est tout. Hum. Pour amplifier l'ego, pour s'affirmer, pour affirmer. Écoute, si ça peut leur faire du bien et les guérir de leurs problèmes, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Moi, le premier, aucun problème. Moi, je suis pour la productivité. Donc, s'il y a de l'image et il y a les esprits qui vont avec les images et que ça peut changer quelque chose vers le mieux, pourquoi pas? Parce qu'on est dans une période et dans une époque, de surconsommation, de tout. D'images, d'informations, de fringues, de tout. Donc on est dans l'ère du temps. Donc c'est pas quelque chose qui va choquer maintenant qu'il y ait trop d'images. Que tout le monde puisse faire des selfies, des photos et poster et attendre ce que les gens en pensent. Et ça bouge. C'est l'énergie. Donc si ça fait de la bonne énergie et ça peut changer quelques mentalités, pourquoi pas? Je suis très dans l'esprit guérisseur. C'est que si ça guérit de quelque chose, why not? Que ça soit une image bonne, mauvaise, vulgaire, traditionnaliste, classique, tout ce que tu veux. Pour moi, ça reste de la productivité. Comment on fait de l'interview un vendredi, sachant que c'est encore un jour de manifestation et de Hirak à Alger, en Algérie. Je peux pas ne pas m'adresser à la jeunesse algérienne. Pour toute catégorie confondue, pour ceux qui rêvent, je leur dis continuez de rêver. Le plus important, c'est de rêver, c'est pas de réaliser une relation. C'est de rêver, continuer de rêver, et de nourrir l'esprit de rêve. Pour ceux qui rêvent pas, je leur dis réveillez-vous dans ce cas. L'art pour moi, c'est la vie. C'est l'art qui nous donne toutes les réponses dans la vie. Quand on est un peu dans une... Et je te raconte une petite anecdote, c'est qu'un jour je cuisinais et comme je vois l'art partout par ma pathologie, je pense que je suis un peu malade, un peu fou par l'art. Et il y avait ma planche à découper, les légumes et tout ça. Il y avait un couteau et une louche par-dessus. Et moi je raconte ça et je dis voilà, en fait, j'ai vécu une scène où où j'étais pas bien, où l'art m'a guéri. C'est que le bien gagne toujours. C'est que le bien règne. Et c'est l'art. C'est une nature morte qui m'a répondu. Donc la louche on donne à manger, on nourrit les gens avec. Pour Artemium, je vous souhaite longue vie pimentée. S'il n'y a pas de piment, mais juste le joueuse. كلها très algéroise, très joueuse. Ou les dire tu vois, c'est ça. L'art est dans la parole aussi.
infimium.com.